Chers amis, nous avons enfin le plaisir de nous réunir pour la remise du prix 2020 de la Fondation pour l'innovation thérapeutique Béatrice Denis. Malheureusement, avec la crise sanitaire, nous sommes privés cette année des très beaux locaux de la Fondation pour la recherche médicale. Mais ce n'est que partie remise. Et promis, nous aurons du soleil en mai 2021 prochain, ce qui nous permettra de profiter des très beaux jardins de la rue de Varennes. Pour les équipes du groupe Turenne, la remise du prix de la Fondation est toujours un moment particulier. Un hommage à Béatrice, qui nous a quittés en 2012, et un engagement qui ne se dément pas, puisque nous sommes déjà au 21e prix. Pour ce 20e prix, je souhaite remercier Camille, Mehdi et Mounia chez Turenne Santé, Valérie Lemarchandel, Gaëtane Paulin et Benjamin Pruvot de la Fondation pour la recherche médicale. Nos membres, évidemment, du comité de sélection et du jury, Nadia Kamal, Pierre Denis, Pascal Altier, Pierre-Olivier Courreau. Et puis également nos 20 experts bénévoles et tous les donateurs. À titre pratique, nous sommes en mode visio. Vous avez à votre disposition le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre tout au long de la présentation. Avant de parler des travaux de notre fondation, quelques mots rapides pour vous présenter Turenne Group. Turenne est un des leaders de l'investissement en private equity avec 1 milliard d'euros gérés. Nous sommes 61 collaborateurs, une présence en région, à Lille, Metz, Lyon, Marseille, des expertises sectorielles en hôtellerie, services B2B, transition énergétique, innovation et bien sûr la santé. Je laisse maintenant la parole à Mounia Chaoui, qui dirige le département santé au sein de Turenne. Mounia, peux-tu nous expliquer la place de la santé et de la Fondation au sein de nos activités ? Merci Benoît. Donc, pour rappel, l'équipe santé, nous sommes sur toute la chaîne de valeur de la santé, c'est-à-dire que nous sommes à la fois présents sur le préamorçage et l'amorçage, donc le préamorçage des startups du domaine de la santé avec la Fondation Béatrice Denis, le capital risque pour les startups du domaine de la santé avec Cham Innovation Santé, avec un fonds qu'on gère pour le compte de Cham qui fait aujourd'hui une taille de 50 millions d'euros. Et puis aussi, nous sommes présents sur les sociétés plus matures de la santé dans le domaine du capital développement transmission, avec un premier fonds Capital Santé 1 qui est aujourd'hui en phase de désinvestissement et un deuxième fonds Capital Santé 2 dont nous sommes très fiers puisque nous avons atteint aujourd'hui sa taille maximale, c'est-à-dire 150 millions d'euros. Nous sommes 8 investisseurs qui nous occupons de ces 3 fonds. Et vous avez 3 personnes qui investissent donc, dans les différents fonds Capital Santé qui sont présents sur le plateau, donc Camille, Benoît et moi-même. Alors concernant la fondation, comme vous le savez, nous avons repris la gestion de la fondation depuis 2013 avec Benoît pour perpétuer la mémoire de Béatrice qu'il avait montée en 2006. Donc Béatrice avait monté cette fondation essentiellement pour des projets dans le domaine de cardiovasculaire et de l'oncologie, pour soutenir des nouveaux projets sur cette thématique à vocation à créer une entreprise. Nous avons conservé cette idée de créer des nouvelles entreprises et de les subventionner. Les prix varient entre 60 et 80 000 euros. Nous avons déjà remis 20 prix et nous allons remettre ce soir notre 21e prix. Nous avons à nos côtés 20 experts que je crois que Benoît a déjà remercié, mais je tiens à les remercier à nouveau parce que chaque année, ils évaluent pour nous 40 projets à titre complètement bénévole, ainsi que notre jury, notamment Pierre Denis, Pascal Altier et Pierre-Olivier Courreau qui représentent l'AFRM au niveau du jury. Et je tiens aussi à remercier l'AFRM qui nous abrite. Je sais que c'est une grosse responsabilité pour eux. Ils nous abritent non seulement notre activité, mais également, ils vérifient que tout se passe bien au niveau de la fondation, notamment l'appel à projets, le fonctionnement du jury et enfin la subvention des projets que l'on soutient. Alors,
Tous les ans, on reçoit 40 projets, c'est ce que je disais. 8 des 21 projets qu'on a récompensés à date, donc j'inclus le projet de ce soir, ont mené à une création d'entreprise, dont certaines aujourd'hui existent depuis une dizaine d'années. À titre aussi d'information, beaucoup des projets que l'on soutient dans le cadre des subventions ont bénéficié aussi d'un soutien humain, du soutien des équipes de Turenne Santé, comme par exemple Lattice Biomédical, qui est une société qui a développé une matrice transdermique dans le domaine de la reconstruction mammaire et qui bénéficie de la salle blanche de Cousin Biotech, qui est une société que nous soutenons au sein de Capital Santé 2, notre fonds de capital développement transmission. Également, nous venons d'investir dans Inoscale, qui est une société dans le domaine des dysplasies squelettiques, une société que nous avons financée en préamorçage récemment avec nos 2 fonds, Cham Innovation Santé et Région Sud Investissement. Enfin, Aboleris, je le mentionne parce que nous sommes quasiment en phase de closing, une société qui a remporté le prix l'année dernière et que nous soutenons aujourd'hui financièrement avec son premier tour de table. Je vais laisser maintenant la parole à Camille pour un petit peu expliquer comment s'est passée la campagne 2019-2020 et surtout présenter notre lauréat de cette année. Merci Mounia. Effectivement, concernant cette campagne 2019-2020, suite à l'appel à projets lancé, nous avons reçu 31 projets qui ont fait sujet d'une première analyse. 13 d'entre eux ont été présélectionnés et 23 expertises ont été menées sur ces 13 projets pour arriver à ce lauréat. Et pour ce 21e prix de la Fondation Béatrice de Nice, nous nous intéressons aux pathologies de l'œil et plus particulièrement aux dystrophies maculaires, qui sont des maladies dégénératives de la macula, la partie centrale de la rétine. Ces maladies entraînent une perte de l'acuité visuelle jusqu'à la cécité. Et la plus commune des dystrophies maculaires héréditaires est la maladie de Stargardt. Relativement fréquente puisqu'elle atteint une personne sur 8000, elle est caractérisée par une perte brutale et irréversible de l'acuité visuelle chez l'enfant de 7 à 14 ans. À ce jour, à part des mesures préventives telles que le port de lunettes de soleil ou les suivis ophtalmologiques réguliers, il n'existe pas de traitement pour la maladie de Stargardt ni pour les dystrophies maculaires. C'est pour cette raison que Turenne et la Fondation Béatrice de Nice ont sélectionné le projet du professeur Philippe Brabet, qui est récompensé aujourd'hui par ce 21e prix. Philippe Brabet, vous êtes chargé de la recherche à l'Institut des neurosciences de Montpellier et à l'INSERM, et vous travaillez sur le développement de composés lipophénoliques pour le traitement de cette maladie de Stargardt. Ces composés vont permettre de diminuer le stress oxydatif et carbonyle qui est causé par l'accumulation des dérivés de la vitamine A dans l'œil et vont ainsi pouvoir permettre de conserver cette vision centrale. Ce projet offre donc un espoir de traitement pour la maladie de Stargardt, mais ouvre également des perspectives avec la possibilité de traiter d'autres dégénérescences maculaires, notamment celles liées à l'âge. Les enjeux sociétaux de cette innovation thérapeutique peuvent être majeurs puisqu'ils s'appliquent à la fois aux enfants mais également à une population croissante de personnes âgées et ils pourraient considérablement améliorer leur qualité de vie et ainsi diminuer les coûts socio-économiques liés à ces maladies. C'est pour toutes ces raisons que ce soir nous sommes très heureux de vous remettre ce 21e prix de la Fondation pour l'innovation thérapeutique Béatrice de Nice. Je vous remercie beaucoup et je vous présente le trophée. C'est un très très beau trophée. Donc, je vais prendre la parole et je vais essayer en 20-25 minutes de vous présenter quels seront les projets que nous allons développer à partir de ces lipophénols pour traiter les dystrophies maculaires. Nous rappelons simplement que les personnes qui nous suivent peuvent, s'ils le désirent, poser des questions via le chat et nous les relayerons ici sur le plateau. Bien entendu, oui.
Donc je commencerai simplement en vous présentant un œil humain et la rétine. Donc un œil humain est un organisme assez complexe avec une partie antérieure et postérieure. Et dans la partie postérieure réside la rétine. La lumière va traverser la partie antérieure et va se focaliser sur cette rétine. Et cette rétine est en fait composée d'un réseau de cellules, donc de nature neuronale, donc des interneurones et des cellules photoréceptrices qui vont capter la lumière, la transformer et la passer aux neurones pour que ceux-ci la transmettent au système nerveux central. Les dystrophies maculaires se regroupent des rétinopathies héréditaires avec une dégénérescence particulière au centre de cette rétine, ce centre qu'on appelle la macula. Ce qui dégénère dans ces maladies, ce sont les cellules photoréceptrices qui sont au contact direct avec un épithélium pigmentaire rétinien qui va servir de support nutritionnel, mais également de support fonctionnel à ces photorécepteurs et vont servir également de barrière avec le système vasculaire. Lorsque l'on regarde le fond d'œil, c'est-à-dire la rétine en quelque sorte, d'un patient atteint de la maladie de Stargardt, on observe au centre de sa rétine un trou noir qui traduit tout simplement une perte des cellules photoréceptrices. Et cette perte des cellules photoréceptrices aboutit à une vision de ce type-là, une vision avec un scrotum central où il y a complètement perte de l'acuité visuelle. La maladie de Stargardt, donc maladie héréditaire comme vous l'avez dit, se rejoint en fait à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui elle est une dégénérescence tardive, par le mécanisme moléculaire mis en jeu. Ce mécanisme, en fait, intervient au niveau essentiellement de l'épithélium pigmentaire, qui va se traduire par une accumulation de débris dans la cellule au cours de la vie. Et ces débris vont porter des composés toxiques. Ces composés toxiques, nous verrons ensuite d'où ils proviennent. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont générer un stress important, oxydant et carbonylé, qui va aboutir à la dégénérescence des photorécepteurs et donc à une cécité légale. C'est particulièrement vrai dans la maladie de Stargardt, qui est une pathologie qui évolue très rapidement et très précocement. Ce mécanisme existe également dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais il passe d'abord par un stress oxydant et une instabilité mitochondriale, qui se traduit par des dépôts sous les cellules qu'on appelle des drésènes. Ces drésènes sont caractéristiques de la maladie et vont en fait générer un phénomène beaucoup plus lent en termes de pathologie. Pourquoi ces composés toxiques? En fait, à la base, cela provient des photorécepteurs qui expriment une protéine qu'on appelle la protéine ABCR, qui est un transporteur de rétinoïdes, de rétinal en particulier. Et lorsque le gène ABCA4 qui code pour cette protéine ABCR est muté, la protéine n'est plus fonctionnelle. Et n'étant plus fonctionnelle, elle ne va plus permettre à un cycle qu'on appelle le cycle visuel de fonctionner. Et le tout transrétinal va s'accumuler dans le photorécepteur. Il va soit générer du stress oxydant par lui-même, soit générer un stress oxydant et carbonylé en produisant les fameux composés toxiques tels que l'ADE. Les stratégies thérapeutiques qui peuvent être envisagées pour ces pathologies sont de divers types selon le moment où on va intervenir. Si l'on arrive à intervenir très tôt, on peut envisager la thérapie génique, donc remplacement du gène muté par un gène sauvage, et on répare la fonction en quelque sorte. Ceci est relativement rare, mais s'applique néanmoins à certaines pathologies. Par contre, lorsque l'épithélium pigmentaire dégénère du fait de ce stress oxydant et de cette stabilité mitochondriale, on peut remplacer l'épithélium pigmentaire par un épithélium humain et il s'agit de thérapie cellulaire. Et enfin, dans un stade très avancé de la pathologie, on peut
éventuellement intervenir par l'ajout de prothèses. Pardon. La thérapie pharmacologique que nous envisageons, nous, peut intervenir à différents stades de la pathologie en supplément, soit de la thérapie génique, soit de la thérapie cellulaire, ou même comme une thérapie principale. Pour cela, pour cette pharmacologie, nous avons pensé à développer de nouveaux composés que nous appelons les lipophénols, que l'on retrouve en fait à l'état naturel dans certaines plantes, mais que nous avons essentiellement synthétisés et qui ont la fonction à la fois des polyphénols bien connus pour leur capacité antioxydante et auxquels nous avons greffé des acides gras polyinsaturés, qui ont aussi des propriétés protectrices dans différents organes. Donc les polyphénols sont des antistress oxydatifs, antistress carbonylés. Ils interviennent dans différentes pathologies en ralentissant la pathologie. C'est le cas par exemple dans le diabète, dans le cancer, mais également dans des maladies neurodégénératives. Et nous avons pu nous-mêmes montrer que un de ces polyphénols, le fluoroglucinol, à lui seul, pouvait agir sur les cellules de l'épithélium pigmentaire et des photorécepteurs pour les protéger contre le rétinal. Et cette protection intervient par un mécanisme de piégeage du rétinal. L'autre partie de la molécule, ce sont des acides gras polyinsaturés de type généralement oméga 3. Ils présentent clairement un bénéfice santé et peuvent se présenter comme des vecteurs vis-à-vis de la rétine. Donc acheminer le polyphénol à la rétine. Nous avons testé différents acides gras couplés au polyphénol et les différents acides gras qui sont révélés être efficaces ont pu être brevetés. Et Monsieur Bravlet, est-ce qu'aujourd'hui il y a des lipophénols qui sont développés, que ce soit en ophtalmologie ou dans d'autres aires thérapeutiques ? Non, les lipophénols, c'est un concept très récent qui nous appartient en quelque sorte et qui n'est pas encore à l'étude dans les phases cliniques. Et également, je crois qu'on en discutait avant de nous réunir sur ce plateau, mais ce que vous me disiez, c'est que la DHA a déjà été testée, notamment dans la DMLA, sur des études pilotes, oui, tout à fait. Sur un grand nombre de patients. Si vous pouviez nous rappeler les résultats, parce qu'effectivement... Donc ça, c'est les travaux de Georgiou qui ont montré qu'en administrant le DHA quotidiennement pendant 4 à 6 mois, il pouvait améliorer l'acuité visuelle de personnes atteintes de DMLA, sans qu'il y ait apparemment des effets toxiques importants. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous combinez un petit peu les deux mécanismes d'action, c'est-à-dire d'un côté la DHA avec l'effet sur l'œil en lui-même, et également les polyphénols avec cette activité antioxydante. Tout à fait. Voilà. Donc, les premiers polyphénols que nous avons synthétisés, c'est ce composé IPDHA pour isopropyl fluoroglucinol acide docosahexanoïque acide. Alors, nous lui avons greffé le DHA, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il est très abondant dans la rétine, donc il peut servir de quelque sorte de vecteur. On sait maintenant, d'ailleurs, qu'il y a des transporteurs spécifiques de ce DHA à la surface des cellules de l'épithélium pigmentaire. Donc c'est bien qu'il peut servir il y a un besoin en DHA dans ces cellules-là. C'est le cas également dans le cerveau, puisque le DHA a été montré comme étant vraisemblablement nécessaire au développement du cerveau, surtout au stade néonatal. Et donc vous utilisez le DHA comme vecteur pour diriger le complexe vers l'œil, mais est-ce qu'on peut retrouver l'IPDHA dans d'autres organes que l'œil ? Oui, vraisemblablement, on peut le retrouver dans d'autres organes parce que le DHA peut être en particulier orienté vers le foie, où il pourrait être métabolisé. Il peut plus difficilement peut-être rentrer dans le cerveau,
parce qu'il est couplé justement au polyphénol. Mais bon, il faudra vérifier tout ça par des études de distribution de la molécule. Et en termes de synthèse de votre IPDHA, c'est une synthèse qui nécessite plusieurs étapes de réaction chimique ou c'est assez rapide et... C'est assez rapide, oui. C'est une synthèse qui se fait en à peu près 5 étapes. Il faut 3 étapes pour former le fluoroglucinol isopropyl. Et ensuite, il faut 2 étapes pour venir greffer le DHA. Le rendement de ces étapes, c'est de l'ordre, ça varie selon les étapes, entre, je dirais, 60 et 90% de rendement, pour un rendement final d'environ 20%. D'accord. Voilà. Donc on arrive à synthétiser des grammes et je pense qu'on doit pouvoir aussi passer à l'échelle du kilogramme. Oui. Sans trop de problèmes. Et vous avez une très bonne pureté, je suppose aussi, il n'y a pas de souci de pureté. Les chimistes avec qui nous collaborons peuvent vous garantir la pureté des composés. Donc, oui, donc, et l'isopropyl améliorerait la réactivité du fluoroglucinol sur le rétinal. Alors, si j'en reviens à ce cycle dont je vous ai parlé, le cycle visuel, c'est un cycle qui est absolument essentiel pour une vision continue. Je ne rentrerai pas dans les détails des étapes du cycle, mais effectivement, la pathologie qui nous intéresse avec cette accumulation de rétinal va dépendre de ce cycle. Si le cycle ne fonctionne plus, on n'aura jamais d'accumulation de rétinal. Néanmoins, on aura un autre problème, c'est que le chromophore ne sera plus synthétisé et on perdra la vision néanmoins. Néanmoins, plusieurs groupes ont pensé ralentir le cycle, soit en diminuant l'apport de vitamine A, soit directement en agissant sur des étapes clés dans ce cycle. Donc c'est le cas par exemple de certaines molécules qui sont citées ici, je ne vais pas les énumérer, mais on peut effectivement ralentir le cycle de cette manière-là. Il y a des molécules plus intéressantes qui sont apparues plus récemment, qui vont cibler plutôt la synthèse, la formation de l'A2E plutôt, ou l'accumulation de rétinal, en séquestrant le rétinal. C'est le cas par exemple du composé mixustat qui est déjà en phase clinique 2, donc ce qui prouve son efficacité. Nous avons, grâce avec l'IPDHA, pu démontrer que en fait, cet IPDHA pouvait couvrir plusieurs de ces fonctions que je vous ai énumérées, surtout au niveau du photorécepteur et sans altérer le cycle visuel. Ça, c'est très important. Donc nous avons démontré qu'il était anticarbonyle, antioxydant, et au point de vue toxicité, nous avons fait une première étude pilote qui montrait que chez la souris, il n'y avait pas de toxicité apparente sur plusieurs mois. Donc cette souris, c'est la souris ABCA4 déficiente, moins, comme on l'appelle chez nous. Elle présente bien une accumulation de ce composé A2E, mais néanmoins, elle semble tolérer ce composé, contrairement à l'homme, et semble avoir une dégénérescence qui soit relativement tardive. On pourrait penser que ça se rapproche davantage de la forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais la souris n'ayant pas de macula, ce n'est sûrement pas le cas. Alors, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a induit la dégénérescence. Et on a fait une induction de dégénérescence aiguë grâce à la lumière, parce que ces souris ont une susceptibilité à la lumière. Et comme vous le montrent ces coupes histologiques, on a une perte de photorécepteurs que l'on peut quantifier ensuite, qui est dépendante de l'intensité lumineuse et du temps d'exposition. Et donc grâce à ce modèle-là, nous avons testé le lipophénol, et en particulier l'IPDHA, tout simplement par une simple injection de l'IPDHA dans le sang en présence d'albumine. L'albumine est un transporteur de DHA. Et comme le montre cette imagerie par tomographie, la tomographie étant une image en 2D de la rétine, on voit différentes couches de différentes
tons de gris et de noir. Et on peut distinguer au milieu de tout cela les photorécepteurs. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que de façon dose dépendante, l'IPDHA pouvait protéger les photorécepteurs de la dégénérescence. Par la suite, ce qui nous semble important, c'est de comprendre les mécanismes moléculaires d'action, parce que ce que l'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, l'IPDHA diminuait la toxicité du rétinal, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. Le fluoroglycinol, nous avons montré sa réactivité, comme je vous l'avais dit, sur le rétinal. Quand nous avons greffé le DHA et l'isopropyl, nous n'avons plus retrouvé cette réactivité. Néanmoins, nous avons pu montrer dans des systèmes cellulaires que ce composé était capable d'induire une défense antioxydante de la cellule. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de trouver quelles sont les enzymes qui pourraient être induites pour défendre le système. Donc les projets que nous voulons développer maintenant sont d'une part développer de nouveaux composés antioxydants avec des propriétés antioxydantes meilleures. C'est un travail qui est pris en charge par Espérance Moine, une postdoctorante sous la direction de Céline Crost. Donc elle a simplement pour l'instant modifié le polyphénol et changé le fluoroglycinol par de la quercétine ou du resveratrol par exemple, qui sont des polyphénols plus complexes. Et je vais vous montrer un exemple de son résultat. Il y a également un groupe qui établit maintenant la formulation aussi bien en voie IV qu'en par voie orale, donc par gavage, parce qu'il nous paraît important de développer la voie orale. Et ces deux groupes sont déjà financés et ont apporté des résultats grâce à l'ANR et à une société qu'on appelle la SAT AXLR, qui est une société de transfert de technologie. Pour ce soir, je voudrais parler plus précisément du projet de mécanisme moléculaire d'action du lipophénol et également d'un projet de développement de rétine humaine qui seront développés au laboratoire à la fois par Grégor Dubois et Vasiliki Kalatzis, grâce à la Fondation pour l'innovation thérapeutique de Béatrice Denis, mais également avec la collaboration de la Fondation Stargardt et de l'association IARP. Donc, les travaux sont déjà bien avancés grâce à Espérance Moine, donc je vais passer très vite. Elle a simplement démontré que deux molécules étaient aussi efficaces que le fluoroglycinol, la quercétine en particulier, pour agir contre le rétinal. Et ces deux molécules sont même plus efficaces pour agir contre la 2. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut utiliser cette technique de criblage pour trouver d'autres composés, pour tester d'autres molécules? Bien entendu. Nous avons en fait une panoplie, comme vous le voyez, de tests cellulaires que nous avons en routine au laboratoire et toutes les modifications chimiques qu'on peut apporter sur les molécules pourront être testées avec ces techniques-là. Ensuite, pour la formulation, il s'agit de Maxime, qui est doctorant, qui a fait un travail remarquable avec le composé quercétine isopropyl DHA, et qui a trouvé un excipient, qui est le solutol, à 20% dans l'eau, qui a pu montrer qu'en l'injectant aussi en une simple injection intraveineuse, pouvait protéger les photorécepteurs. Et donc là, ce qu'on observe, c'est la mesure de l'activité électrique de la rétine. Donc en bleu clair, lorsqu'on ne fait rien. En gris, lorsqu'on injecte simplement le solutol ou rien du tout. Et dans les couleurs, la couleur jaune, c'est le composé injecté. Donc vous voyez qu'on a récupéré pratiquement la totalité de l'activité électrique. Et en vert, c'est l'emixustat qui avait été testé, qui est en phase clinique, ce qui démontre clairement que notre composé est efficace également. Et ces résultats sont très impressionnants et nous avaient vraiment impressionnés dans le cadre de l'étude et dans le cadre de la discussion qu'on a eue au niveau du jury. Parce que c'est vrai que cette récupération au niveau de la rétine est impressionnante puisqu'elle est équivalente en fait à une rétine saine. Tout à fait. Nous-mêmes, nous avons été impressionnés et nous avons été même confortés par le fait que
avec 2 molécules lipophénoliques, avec 2 modes de formulation, donc l'albumine d'un côté et le solutol de l'autre, on pouvait arriver à un même résultat avec des effets plus ou moins importants, mais semble-t-il très efficace pour les deux molécules. Ensuite, Maxime s'intéresse également à la voie orale parce qu'on peut penser que la voie IV ne puisse pas s'appliquer à l'homme. Faire des injections quotidiennes par voie IV, ça serait un peu difficile. Donc nous voulons développer la voie orale. Et c'est quelque chose qui nous est d'ailleurs demandé par les médecins. Il a étudié la molécule sur le plan physico-chimique et les résultats, ceci lui a permis de choisir la formulation. Et le choix de la formulation qu'il a faite, c'est pour une formulation en nano-émulsion. Ces nano-émulsions, en fait, vont pouvoir s'absorber très facilement au niveau intestinal et vont pouvoir choisir une voie beaucoup plus directe vers la circulation sanguine, sans passer par le foie en particulier. Est-ce qu'à ce stade, c'est possible d'entrevoir une posologie ou de savoir si ce traitement sera sur du long cours? Actuellement, il faut qu'on complémente la pharmacocinétique pour parler de posologie. C'est peut-être un peu tôt, mais oui, on pourra, dès qu'on aura testé cette formulation, on pourra regarder effectivement avec quelle fréquence on doit l'administrer pour éventuellement... On a envie aussi de développer quand même un protocole de stress chronique chez la souris, sur cette souris, donc on a des idées pour ça. Et ce stress chronique pourrait nous permettre de définir une posologie. Et enfin, la partie importante du projet, qui va être donc financée par la Fondation Béatrice de Nice, consiste en cribler les gènes cribler les gènes dans différents systèmes suite à l'application d'IPDHA. Donc soit dans un système cellulaire, en comparant des cellules qui auront été traitées à l'IPDHA avec ou sans rétinal. Ensuite, après ces traitements, on va pouvoir faire une analyse génétique qui va nous dire est-ce que telle enzyme est induite ou pas. Et je peux vous dire que la réponse est oui. On a déjà des résultats préliminaires qui vont nous orienter vers certaines enzymes. Et la deuxième approche qu'on désire faire, c'est une approche in vivo, puisqu'on maîtrise parfaitement le stress aigu induit par la lumière. Et donc là aussi, on va stresser les animaux, les sacrifier, et nous pourrons ensuite analyser les gènes à partir des animaux qui ont été stressés. Stressés et traités, bien entendu. Et dans un deuxième aspect du projet, il s'agit de développer des cellules rétiniennes humaines issues de patients atteints de la maladie de Stargardt, avec des degrés divers de sévérité, ça c'est possible. On a tout un centre de référence à Montpellier qui font le diagnostic pour la maladie de Stargardt. Et donc, ils peuvent faire des prélèvements de sang, des biopsies de peau. Et à partir de cette peau, on peut reprogrammer les cellules en cellules souches, pluripotentes qu'on appelle. Et ces cellules souches, on va les différencier soit en épithélium pigmentaire rétinien pur, avec toutes les caractéristiques d'un épithélium pigmentaire, soit carrément en un organe qu'on appelle un organoïde rétinien, qui va ressembler à la rétine et qui comportera, entre autres, des photorécepteurs. Et comme ces cellules proviennent d'un patient qui est atteint de la maladie de Stargardt, elles portent en elles la mutation et sûrement le défaut génétique va apporter peut-être des renseignements sur le phénotype. Voilà, je crois que j'ai fini. Je voudrais remercier les organismes de tutelle, l'INSERM, l'Université Montpellier, le CNRS, les différents groupes
qui ont participé à ce travail. Vous voyez que les gens sont assez nombreux. Aussi bien les biologistes de l'Institut des neurosciences de Montpellier que les chimistes de l'IBMM, que les personnes qui font la formulation à l'ICGM à Montpellier. Je voudrais remercier les plateformes qui sont indispensables à notre travail également. Et je finirai par remercier, bien entendu, tout le soutien financier que nous avons reçu au cours de ces dernières années. Donc la Fondation Stargardt, la Retina France, l'IRRP, donc l'information recherche rétinique pigmentaire, l'ANR, la SAT, la Fondation Groupama, et puis pour cette année, la Fondation pour l'innovation thérapeutique Béatrice de Nice. Je vous remercie. Professeur Philippe Brabet, nous sommes particulièrement ravis au niveau de la Fondation de vous accompagner dans ces étapes. Je dirais vos travaux, notamment alors sur la maladie de Stargardt, que moi je ne connais pas, mais la DLMA, en tout cas, on la connaît tous, puisque ça touche pas mal de nos proches personnes âgées. Donc ces recherches nous laissent, je dirais, beaucoup d'espoir en fait sur le traitement de la DLMA, qui est quand même une maladie très handicapante, pour nos proches. Donc je voulais savoir un petit peu comment vous voyez, je dirais, les prochaines étapes de vos travaux, savoir si ces travaux allaient déboucher prochainement sur la création d'une société qui aura vocation à mener les essais cliniques et permettre, je dirais, d'aboutir, je dirais, à un produit pharmacologique, je dirais, sur le marché. Oui. Bien, nous sommes donc soutenus par la Société de valorisation technologique, la SAT à Montpellier. Et cette SAT pense qu'il sera possible de vraisemblablement créer une start-up d'ici une année, à peu près. Si tout se passe bien au niveau des résultats, bien entendu. Mais j'y compte bien. N'empêche, ces résultats sont les résultats les projets que je vous ai montrés me paraissent importants pour aller vers cette start-up et avant d'ouvrir cette start-up. Je vais prendre un peu d'eau. Oui, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. À la fois les mécanismes moléculaires d'action. Ça, c'est les cliniciens nous demandent, mais comment ça fonctionne? Donc, il faut qu'on essaye de leur apporter une réponse. On sait déjà que ça fonctionne contre la toxicité du rétinal, mais comment ça fonctionne contre la toxicité du rétinal? On va essayer d'aller plus loin. Et je pense que l'approche cellulaire humaine est une approche originale qui se fait de plus en plus dans le monde entier et qui se fait très très bien chez nous à Montpellier, grâce à Vasiliki Kalatzis et à son groupe, qui a carrément un plateau technique dédié à cela. Et grâce à la relation qu'on peut avoir avec les cliniciens également, au centre de référence d'ophtalmologie, je pense que ça devrait aboutir à quelque chose de très rapidement. En tout cas, encore bravo, professeur, et féliciter de notre part également toute votre équipe, parce que je dirais c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, qui est un peu le symbole, je dirais, de la Fondation pour l'innovation thérapeutique Béatrice de Nice. Voilà, je voulais également vous remercier tous pour votre présence fidèle, remercier, comme on l'a dit, toutes les bonnes fées, je dirais, qui sont autour de la Fondation, puisque c'est une fondation sur laquelle on demande pas mal de contributions, je dirais, opérationnelles, au-delà des dons financiers. Donc je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui bénévolement nous aident, je dirais, dans cette fondation qui maintenant a remis déjà 21 prix. Donc merci à tous. J'espère que nous pourrons nous réunir, et j'en suis même sûr, je dirais l'année prochaine, enfin je dirais même dans 6 mois, qui est quelque part 9 mois, en mai 2021, dans les beaux jardins de la Fondation pour la recherche médicale. Et comme je le disais en préambule, avec le soleil, alors c'est un petit joke, puisque depuis plusieurs années, je dirais, on a du mal à profiter des jardins de la Fondation pour la recherche médicale, puisque régulièrement, on a de la pluie au mois de mai. Donc je pense qu'après Covid, nous aurons le soleil en cette année 2021.
Donc merci professeur. Merci à vous. Merci à tous, je dirais, qui êtes en visio. Je pense que c'était un exposé très intéressant, très technique, hein, pour ce qui me concerne. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris en tout cas tout l'intérêt de ces recherches. Donc merci à tous et à très bientôt et très bonne soirée.